Merci. Et j'ajouterai aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour cette séance finale tout à l'heure, si vous avez des commentaires, on collecte ces commentaires. Et si on voit que ça revient un peu partout, on se dit, bon là, il y a peut-être quelque chose. Donc n'hésitez pas, même si on ne peut pas répondre, c'est toujours intéressant pour nous de voir quelles sont vos principales préoccupations. EU Funding and Tender Portal et EU Funding and Me Mobile App. Je ne vais pas refaire l'intégralité de la présentation du Funding and Tender Portal, juste plutôt insister sur son évolution, ses nouveautés, et vous présenter la EU Funding and Me Mobile App qui a été lancée bientôt depuis un an, en septembre 2025, pour vous dire un peu où ça en est. C'est toi qui, je me disais où est le... Très bien. Donc je pense que le Funding and Tender Portal, vous connaissez tous. Je ne sais pas si vous êtes content d'utiliser ou si vous pensez en être les victimes, mais je pense que vous connaissez tous et vous avez plus ou moins pris l'habitude de vous en servir. Comme je le disais ce matin, on essaye graduellement d'ajouter des fonctionnalités, mais aussi d'en améliorer certaines et d'améliorer les fonctionnements. Il y a une petite révolution qui se prépare pour le prochain MFF, mais je garderai ça peut-être pour la prochaine fois. Quelques chiffres juste pour se rappeler un peu de ce dont on est en train de parler. Le Funding and Tender Portal, c'est quand même 2 millions d'utilisateurs enregistrés. C'est le site le plus important de europa.eu par le nombre de visites et par le nombre de personnes enregistrées. Donc c'est vraiment l'un des sites de la Commission européenne qui touche le plus de personnes dans un domaine bien spécifique, mais quand même de manière très très large. Comme vous le savez, le portail couvre un spectre large de programmes. Aujourd'hui, c'est plus de 60 programmes qui sont soutenus par plus de 20 directions générales au sein de la Commission. C'est sur le principe tout le financement direct de la Commission. Alors, je viens de mentir un petit peu, parce qu'il y a ici et là des petits bouts de financement direct qui ne passent pas ou pas encore par le portail, mais c'est vraiment la grosse majorité qui est ici. Qu'est-ce qu'on trouve dans le Funding and Tender Portal? Juste pro memoria, c'est le point d'accès central au service de la Commission pour tout ce qui concerne les grandes et le procurement. Donc le procurement ici, ça vous intéresse peut-être un peu moins, mais peut-être vous pouvez parfois jouer sur les deux tableaux. On y trouve toutes les funding opportunities. On y trouve tous les documents officiels concernant les calls, concernant les tenders aussi, évidemment, donc tout ce qui est public procurement. C'est ici que vous pouvez enregistrer et faire évoluer les données de vos organisations. C'est ici aussi que vous pouvez disposer d'une fonctionnalité de Partner Search. On va rediscuter de ça un peu plus tard. Vous y trouvez aussi tous les projets qui ont été financés et qui sont passés par le Funding and Tender Portal et tous les résultats qui sont sortis de ces projets pour Horizon Europe, pour ses prédécesseurs, mais aussi pour plein d'autres programmes. Vous y trouvez des dashboards et des statistiques. Et vous y trouvez toute la partie experts. Je suppose que certains d'entre vous sont aussi des experts, donc c'est ici que vous pouvez enregistrer votre profil, signer vos contrats, faire en sorte que vos paiements soient faits, et toute l'information liée au programme. Et derrière le Funding and Tender Portal, évidemment, il y a plein d'outils dont certains noms vous sont peut-être familiers, Sigma, Corda et compagnie, qui vous donnent accès à toutes ces fonctionnalités. Le portail, c'est aussi tout l'aspect guidance. C'est là que vous allez trouver tous les documents qui vous aident, les documents légaux, évidemment, mais aussi tout ce qui est online manual, step-by-step procedure, IT know-how, qui vous aide à trouver ou à retrouver vos petits à chaque étape de la soumission, de la gestion des profils, du reporting, des paiements, etc. Il y a vraiment une énorme masse d'informations. Aussi une fac, je ne sais plus comment on dit en français, une foire aux questions. Ah oui, du coup, c'est astucieux. Donc, une foire aux questions qui est devenue tout à fait considérable. Je pense qu'il y a plus de 50 000 articles dedans et sur laquelle on est en train de tester en interne. Je ne pense pas que ce soit live pour le moment. Un bot en langage naturel qui vous permet de poser vos questions dans n'importe quelle langue à la foire aux questions
et d'avoir une réponse textuelle avec les références dans la fac, histoire d'être bien sûr d'avoir les bonnes références et de savoir de quoi on parle. Donc c'est vraiment un gros bloc d'informations. C'est peut-être ce qui le rend un peu indigeste aussi. Il y a beaucoup de choses. Alors pour ceux qui passent beaucoup de temps dessus, j'imagine que vous avez pris vos habitudes. Pour ceux qui le découvrent, c'est peut-être un petit peu plus difficile à appréhender, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont disponibles pour vous. Alors j'attaque avec un certain nombre d'updates et de nouveautés dans le Funding and Tender Portal. Vous disposez désormais dans la partie guidance et documents du SME Self-Assessment Tool. Pour ceux d'entre vous qui sont LIR ou Account Manager ou qui ont déjà eu à rentrer pour vous ou pour le compte d'autres des entités légales, c'est la même partie qui est reproduite ici, mais au lieu d'être dans le processus de déclaration d'une entité, on l'a extrait pour en faire un module avec lequel tout le monde peut, entre guillemets, jouer. Donc vous pouvez jouer avec les paramètres, voir dans quelles conditions vous êtes ou n'êtes pas reconnu comme une SME, et comme une PME. Et c'est utile à la fois pour Horizon, mais aussi pour plein d'autres programmes. On est en train d'essayer d'harmoniser aussi les définitions. Donc c'est un wizard, disons, qui peut vous servir et qui peut servir des sociétés qui se demanderaient si elles ou des sociétés qu'elles connaissent peuvent être considérées comme une PME. Le multilinguisme, certains d'entre vous ont peut-être remarqué dans le portail de nos jours des fenêtres qui sont à moitié, dans votre cas j'imagine le plus souvent en français, et à moitié un peu en anglais, des choses qui sont un peu hybrides. Ça fait 3-4 ans qu'on travaille dessus. On est maintenant dans un processus systématique de traduction de l'ensemble des contenus par l'intelligence artificielle. On utilise un système de traduction automatique propre à la commission qui est maintenue par nos collègues de la DG Traduction, qui ont l'énorme avantage depuis plus de 50 ans de traduire toutes sortes de documents officiels de la commission dans toutes les langues officielles de la commission, et qui donc fait, croyez-le ou pas, mais d'après une étude indépendante, mieux que les systèmes commerciaux, publics, pour traduire en tout cas ce type de documents dans ce type de contexte. Donc on avance vraiment là-dessus, vers cette traduction systématique. On a encore une petite partie qui est traduite à la main sur des choses qui sont un petit peu plus sensibles ou des éléments de présentation qui sont un peu particuliers, mais vous allez voir bientôt arriver les programme pages, toutes les facs, toutes les news et tous les événements, tous les call topics, tous les projects et tous les results qui vont avec, traduits dans toutes les langues de l'Union européenne. Bon, ça reste de la traduction automatique, hein. Il y a sûrement marqué quelque part dans la fenêtre, attention à ce que vous lisez. Bon, c'est traduit automatiquement, donc c'est à prendre un peu avec un minimum de recul. Mais je pense que ça rend des très bons services si vous voulez pouvoir travailler et consulter des informations dans votre langue. Le troisième point, c'est le renforcement de la sécurité du Funding and Tender Portal. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont déjà dû passer par là. Et ça sera une surprise pour personne, puisque j'imagine que quand vous accédez à vos données bancaires ou au site public français, vous avez d'une manière ou d'une autre une authentification à multifacteur. Ça n'était pas le cas jusqu'à la fin de l'année dernière pour le Funding and Tender Portal. Et c'est ce qui est en train d'être mis en place, avec normalement une date butoir qui est demain, puisqu'au 30 juin, normalement, toutes les opérations sensibles sur le Funding and Tender Portal doivent être couvertes par une authentification à au moins 2 facteurs. Alors, comment est-ce qu'on peut faire cette authentification à 2 facteurs? On supporte 4 moyens de le faire. Le premier, c'est l'app EU Login que vous installez et que vous configurez. Et une fois que vous l'avez installée et configurée, elle vous permet de confirmer l'authentification de l'accès à tous nos systèmes. Donc évidemment, je parle ici du Funding and Tender Portal, mais ce que je dis est vrai aussi pour tous les autres systèmes de la Commission qui reposent sur EU Login. Donc je pense à peu près tous les systèmes de la Commission. Si vous en utilisez d'autres, ça peut être utile aussi. Donc je peux que vous conseiller d'avoir cette app qui marche très bien. Moi, c'est le moyen principal que j'utilise pour me loguer. J'ai jamais de problème avec. Je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre vous aussi. En diagonale, peut-être, je vanterai aussi le passkey de votre ordinateur. Donc le EU Login, c'est depuis un smartphone ou une tablette plutôt. Le passkey, c'est directement depuis votre ordinateur. Ça marche aussi très très bien. Une fois que le système est configuré, vous êtes reconnu par la reconnaissance d'empreinte ou par la caméra de votre ordinateur.
et ça aussi, ça marche très bien. Deux autres solutions, celle via votre EID national. Alors, je crois qu'en France, c'est en train de venir. On couvre une vingtaine de pays en Europe. Je sais qu'il y a parfois des difficultés techniques. Donc, si jamais vous voulez faire l'essai d'utiliser votre EID comme moyen d'authentification complémentaire avec YouLogin et que vous avez des difficultés, n'hésitez pas à contacter le service desk parce que là, vous pouvez rencontrer l'une ou l'autre difficulté que vous aurez peut-être du mal à passer. Donc, je vous le dis, là, on sait qu'il y a quelques petits problèmes. Je ne suis pas sûr avec les cartes françaises parce qu'on n'en a pas vu beaucoup, mais avec des pays qui ont un système d'EID généralisé, on a rencontré quelques difficultés ici et là, mais ça avance dans la bonne direction et ça commence à marcher. Et le dernier point, celui en haut à droite, le USB Security Key, je dois vous dire honnêtement que je ne connais personne qui s'en serve. Donc je ne serais pas capable de commenter, mais sachez que on a un client. Ça fonctionne très bien. Eh bien voilà, alors maintenant je pourrais dire que je connais quelqu'un pour qui ça fonctionne très bien. Merci pour le retour d'expérience, qui est donc une autre possibilité qui fonctionne, merci. Quel est le rollout? Donc on a commencé avec un pilote en fin d'année dernière. La période de déploiement, c'était de janvier à juin. Et donc, normalement, maintenant, ça doit toucher à sa fin. Je pense qu'on a plus de 160 000 utilisateurs. Vous allez me dire, sur 2 millions, ce n'est pas encore énorme. Mais évidemment, nos 2 millions d'utilisateurs ne sont pas 2 millions d'utilisateurs qui se connectent toutes les semaines. On a parmi ces 2 millions un certain nombre d'utilisateurs ultra fréquents. Et la première phase pilote a touché 1000 de ces utilisateurs les plus fréquents. Mais on a aussi des utilisateurs qui se connectent une fois par an, qui se connectent une fois tous les 2 ans. Et donc, eux vont venir petit à petit dans le système. Je crois qu'aux dernières nouvelles, on avait environ 160 000 utilisateurs qui avaient proprement activé la reconnaissance multifactorielle, l'authentification multifactorielle. Ici aussi, quelques liens utiles pour savoir comment faire et comment s'y prendre et quelles sont éventuellement les quelques difficultés sur lesquelles vous pouvez tomber. Peut-être juste un commentaire. On a environ 200 tickets par mois pour ça, sur environ, donc maintenant, 2 millions d'utilisateurs qui sont concernés. Par rapport au nombre d'utilisateurs qui activent l'utilisation à 2 facteurs, ça représente à 2% d'entre eux qui doivent finalement nous appeler pour sortir des problèmes dans lesquels ils sont. On va dire que c'est à peu près raisonnable, même si pour ces 200 utilisateurs, ça peut être un peu ennuyeux. Désolé pour les difficultés occasionnées, mais il était clair que le mot de passe seul ne suffisait plus à protéger les données et les processus qui sont hébergés par le Participant Portal. Alors, je passe au point suivant. La partie My Area du portal. Donc, dans le portail, vous avez évidemment une partie publique où vous pouvez consulter les opportunités, les calls, les tenders, etc. Mais vous avez aussi une partie qui vous est privée, à laquelle vous assistez dès lors que vous êtes logué. Et à partir de ce moment-là, le système reconnaît qu'est-ce que vous faites dans le système, quels sont les droits que vous avez et sur quel type d'objet, et peut donc vous proposer un certain nombre d'informations liées à vous-même, votre profil en tant qu'individu ou en tant qu'expert, les organisations que vous représentez, les propositions et les projets dont vous faites partie, les procurements et les éléments de procurement dans lesquels vous avez des contributions, les notifications qui vous sont formellement envoyées en fonction des rôles que vous avez, et on va en discuter dans un instant, une nouveauté qui est le Content Center, qui vous permet explicitement de gérer les souscriptions, les notifications, un certain nombre de settings et tous les bookmarks. Donc, ça vous permet d'être mieux reconnu par le système quand vous venez et de pouvoir avoir une expérience un peu plus personnalisée. Peut-être ce qu'il faut signaler, c'est que l'accès et l'utilisation du Content Center doit se faire à votre initiative. Donc, vous devez donner l'autorisation au système de gérer votre profil de manière un peu plus fine pour avoir accès à ces fonctionnalités. Vous le voyez ici sur la partie gauche, tout ce qui peut apparaître dans votre profil. Ici, il y a tout, mais vous, quand vous vous connectez, vous ne voyez que les parties qui sont actives pour votre profil spécifique. Si vous avez seulement une proposition, vous verrez seulement les propositions, vous ne verrez pas de profil d'expert ou ce genre de choses. Alors, Content Center, justement, donc, comme je le disais, toutes les notifications, vous pouvez configurer comment vous les recevez, toutes les souscriptions, est-ce que vous vous intéressez
à recevoir des notifications sur les calls, sur un projet particulier, sur une organisation, est-ce que vous voulez voir arriver les résultats. Donc vous pouvez configurer ce que vous voulez voir. Tous les bookmarks aussi, sur un certain nombre d'objets qui vous intéressent et sur lesquels vous voulez pouvoir revenir facilement. Et là, vous avez la possibilité aussi de sauver vos recherches. Donc, dans toutes les parties du Funding and Tender Portal, vous avez la possibilité, quand vous faites une recherche, de dire je veux la sauver, vous lui donnez un petit nom, et à partir de là, vous allez la retrouver dans vos recherches sauvées. Si vous avez des recherches que vous utilisez fréquemment, ça peut être utile. Tout ce que je dis ici est complètement synchronisé avec l'app, dont je vais parler après. Donc, si vous définissez une manière de personnaliser votre expérience dans le Funding and Tender Portal, quand vous vous connectez sur l'app, eh bien, vous aurez le même niveau de personnalisation, les mêmes bookmarks, les mêmes recherches qui sont sauvées, que vous pouvez déclencher aussi depuis l'app. Donc, vous avez ici la partie Content Center. Hein, je ne rentre pas dans les détails, mais voilà le type d'écran. Vous avez ici un exemple de recherche de call où vous avez spécialisé, disons, une recherche avec vos propres filtres, vos propres mots-clés, vos propres éléments divers. Eh bien, vous pouvez décider de la sauver pour pouvoir la réutiliser sans avoir à la reconstruire à chaque fois que vous vous connectez. Vous pouvez aussi souscrire ou bookmarker des pages. Bon, je pense qu'il n'y a rien de très surprenant là-dedans, mais ça fait partie d'un cycle d'évolution pour rendre le Funding and Tender Portal un peu plus comment dire, aligné avec vos besoins. Quelques éléments du look and feel qui changent aussi en même temps, vous les verrez à l'usage. Laissez-moi passer au point suivant, les projets et résultats. Donc vous avez depuis quelques temps maintenant une zone projet EU Projects and Results, je pense qu'elle s'appelle, dans laquelle vous trouvez tous les projets financés par le budget de l'Union européenne et qui sont gérés de manière centralisée par la Commission pour le moment. Donc vous y trouvez les projets, incluant Horizon Europe évidemment, mais vraiment pas que ça. Vous y trouvez plein d'autres projets dans plein d'autres programmes et ça peut être intéressant d'y jeter un œil, notamment parce que dans certains cas, certains de ces projets peuvent être vus comme une suite logique ou sont parfois une suite logique de certains projets d'Horizon Europe. Et vous y trouvez aussi, quand ce concept fait du sens, les résultats, les délivrables, les publications, les patents qui sont issus de ces projets. Vous avez ici la vue de l'écran, hein, donc c'est dans Projects and Results et dans la partie EU Funded Projects, où vous allez trouver toutes les informations. Peut-être ce qui est important aussi de voir ici, parce que si vous avez l'expérience du Funding and Tender Portal, et j'imagine que nombre d'entre vous ont aussi l'expérience de Cordis, vous allez me dire, mais je ne comprends pas, parce que pour Horizon Europe, on a les projets, les résultats qui sont dans Cordis, et il y a plus d'informations que dans le Participant Portal, mais dans le Participant Portal couvre plus de programmes. Comment est-ce que tout ça doit évoluer? Donc, on est en train, en fait, de fusionner les deux. Donc, dans un avenir que je ne qualifierai pas, mais disons horizon début du prochain MFF, vous ne devriez avoir plus qu'un seul endroit où vous trouvez tous les projets venant des programmes cadres de recherche et d'innovation, mais aussi tous les projets et tous les résultats venant de tous les autres programmes de la Commission, avec l'ambition, et là je donnerai encore moins de dates, mais avec l'ambition aussi d'inclure dans disons ce catalogue de projets et de résultats aussi des projets et des résultats qui ne sont pas financés directement par l'Union européenne, mais d'inclure par exemple un certain nombre de projets qui viennent des financements régionaux, qui pour certains ont une corrélation aussi avec l'aspect recherche et innovation, et venant aussi d'autres programmes qui ne sont pas directement gérés par la Commission. Donc on a vraiment l'ambition d'être capable de montrer tout ce que la Commission finance, tout ce que l'Union finance, et de le montrer de manière suffisamment intelligente pour que vous puissiez y trouver ce qui vous intéresse. Si vous êtes intéressé par la recherche agricole dans une région particulière, ben, vous verrez peut-être apparaître des projets d'Horizon Europe, mais vous verrez peut-être aussi apparaître des projets qui sont faits dans le cadre des programmes régionaux. Vous verrez peut-être apparaître des financements qui sont faits dans le cadre des programmes d'aide financière indirecte. Donc vraiment l'idée que vous puissiez dire ce qui vous intéresse
et qu'on regroupe ici des informations qui viennent pas seulement d'Horizon Europe et pas seulement de tout ce qui est financement direct de la Commission, mais aussi du reste de ce que l'on fait avec le budget européen. Ici, vous avez l'exemple typique pour le moment de ce qu'est un projet dans le Funding and Tender Portal, mais donc c'est quelque chose qui est appelé à évoluer assez fortement. Un petit point sur la partie dashboard et statistiques. Je crois que Lara en a parlé brièvement tout à l'heure aussi, mais effectivement, on offre un certain nombre de dashboards, toujours au même endroit, vous le voyez ici, dans le Funding and Tender Portal, vous avez accès à des dashboards. Ce sont des dashboards qui sont pour le moment faits et mis à disposition par les différents programmes eux-mêmes. Les choses évolueront peut-être dans le futur, mais vous y trouvez d'ores et déjà aujourd'hui des dashboards pour plusieurs programmes, dont évidemment Horizon Europe, auquel vous pouvez accéder aussi directement dans le menu, et qui vous donne des informations sur les propositions, sur les projets, qui vous permet de faire une analyse par pilier, par cluster, de voir par type d'organisation, par pays, même par région, comment les choses se répartissent. Vous avez accès au country profile, où en un clic, vous avez l'information sur la France ou sur d'autres programmes si vous avez envie de comparer un peu les choses et de voir qui s'en sort mieux, dans quoi, où est-ce qu'on est fort, où est-ce qu'on l'est moins. Organization profile, pareil, mais au niveau de votre organisation ou de n'importe quelle organisation, vous pouvez voir un petit peu quel type de grande cette organisation a et dans quel type de projet elle est présente. Plus un certain nombre de dashboards spécifiques pour l'EIC, pour les Seals of Excellence, pour la coopération internationale et plein d'autres choses. Donc n'hésitez pas, c'est pas vraiment quelque chose de nouveau, mais c'est peut-être plus une piqûre de rappel ici. N'hésitez pas à parcourir ces données et ces dashboards, vous y trouverez pas mal d'informations qui peuvent être utiles de différents points de vue. Et je continue ici avec le 7e point, la section pour les National Contact Points, qui s'élargit graduellement. Vous avez maintenant la possibilité de trouver les National Contact Points par programme, et pas seulement pour Horizon Europe. Alors, ils ne sont pas encore tous là, mais par exemple, vous les avez pour Digital Europe. Si vous êtes à la frontière de la recherche et de l'innovation et du digital, ça vous permettra de retrouver facilement qui sont vos interlocuteurs en termes de points de contact nationaux. En termes d'améliorations prévues pour cette année et pour l'année prochaine, donc des améliorations qui sont prévues sur le Partner Search pour vous aider à constituer des consortiums, sur l'utilisabilité générale du Funding and Tender Portal et son accessibilité, des améliorations qui sont liées à l'utilisation graduellement de l'IA. Donc quand vous faites une recherche dans le portail par exemple, cette recherche derrière, ce n'est pas visible, mais elle est de plus en plus fine. Et elle vous permet de retrouver des concepts, même si vous n'avez pas tapé le bon mot, même si vous n'avez pas tapé exactement la bonne terminologie. Donc, les choses progressent. Comme je le disais tout à l'heure pour les facs et pour d'autres éléments, aussi l'arrivée de tout ce que les technologies LLM permettent aujourd'hui, notamment chatbot pour essayer de trouver plus facilement des informations dans la fac, ou des résumés de topics qui vous permettent d'appréhender plus facilement certains aspects. Et la partie multilinguale dont on a déjà parlé. Voilà pour la partie Funding and Tender Portal. Je vais maintenant prendre encore quelques minutes pour la EU Funding and Me App. Mais je voudrais savoir d'abord qui ici a déjà téléchargé cette app. On n'est pas trop mal, hein? Bon, merci beaucoup. Et qu'est-ce que vous en pensez? C'est utile ou pas, ceux qui l'ont téléchargé? Ouais. Qui pense que non, ça valait pas le coup de le faire? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui. Ah. C'est comme tout à l'heure. On a toujours un pourcentage. Vous nous expliquerez tout à l'heure. Vous nous expliquerez tout à l'heure pourquoi. Ok. Donc, quelles sont les fondations? C'est une app qui se veut complètement synchronisée avec le Funding and Tender Portal, qui vous permet en l'état actuel, mais il y aura évidemment de grosses évolutions qui sont à venir, de trouver des opportunités, d'accéder à vos projets depuis votre mobile ou depuis votre tablette. Et ça fait partie évidemment des efforts qui sont faits par la Commission pour simplifier l'accès à l'information, augmenter la transparence et avoir une interface qui soit multicanal et qui vous permette de trouver l'information partout où vous souhaitez la trouver. Et ça s'inscrit de manière générale dans la partie Client Centricity, comme je le disais tout à l'heure. Alors, pourquoi une app mobile?
D'abord parce que ça permet effectivement pour les utilisateurs compulsifs de téléphone et de tablette d'y trouver ici aussi, sous un format adapté, les informations qu'ils peuvent chercher. Un design plus simple, je pense qu'on a pas mal travaillé pour essayer d'avoir quelque chose qui évite ce côté surchargé qu'on a peut-être dans le Funding and Tender Portal. Donc il y a eu un gros travail qui a été fait de ce côté-là. La possibilité aussi de personnaliser l'expérience en fonction de vos besoins, de partager plus facilement sur vos réseaux sociaux et via toutes les autres apps que vous avez sur vos téléphones ou tablettes, les informations que vous trouvez intéressantes. On a beaucoup travaillé avec des utilisateurs, plus que ce qu'on l'avait fait, ou plus que ce qu'on l'a fait jusque-là pour le Funding and Tender Portal. Donc on a travaillé avec des partenaires, on a regroupé un certain nombre d'utilisateurs. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont été contactés, mais des gens des gens comme vous, hein, utilisateurs du portail, on a formé des groupes auxquels on a dit venez nous expliquer ce que vous voudriez trouver ici. On leur a montré les premiers prototypes en leur disant est-ce que c'est plus facile pour vous comme ça, qu'est-ce que vous en pensez. Donc on a vraiment essayé de travailler en lien avec ceux qui l'utiliseront et pas seulement en faire la projection de notre organisation interne. Donc on a fait pas mal de bêta testing avec des utilisateurs via des groupes. On a aussi collecté pas mal de feedback et je pense qu'on va continuer à travailler dans cette direction pour essayer vraiment d'affiner un peu le genre de service qu'on peut fournir par ce biais-là. Quelques chiffres, donc l'app a été lancée en septembre 2025. Je pense qu'on est maintenant à 140 000 downloads. Au moment où les slides ont été faits, on était à 90 000. Donc c'est quelque chose qui progresse. Ce qui nous intéresse, c'est le retour des utilisateurs. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est combien on a d'utilisateurs actifs. Aux dernières nouvelles, on avait 90 000 utilisateurs actifs, c'est-à-dire qui se sont servis de l'application au moins une fois dans les, je ne sais plus si c'est 3 ou 6 derniers mois. Donc, pas juste des gens qui l'ont téléchargé et qui l'oublient dans un coin de leur téléphone ou de leur tablette, mais des gens qui font vraiment quelque chose avec. On considère que c'est pour le moment très encourageant. On va continuer nos efforts dans cette direction et probablement grossir le champ des fonctionnalités qui sont disponibles ici. Je crois que j'ai un slide qui en parle après, en essayant de garder les choses suffisamment modulaires et suffisamment simples pour ne pas recréer un monstre d'informations comme on peut l'avoir sur le portail. Donc les fonctionnalités principales, c'est la navigation au milieu des opportunités, la possibilité d'explorer les choses via une map interactive, les dernières news and events, le support pour avoir des filtres spécifiques, enregistrer des choses, et c'est lié à ce que je vous disais tout à l'heure, la possibilité de fournir directement le feedback via l'app, ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, et aussi tout ce qui est contenu personnalisé, de la même manière que je vous le disais pour le Funding and Tender Portal, et tout ce qui est l'accès à vos outils de gestion des projets et des propositions. Mais c'est évidemment un scope qui va changer. Vous verrez arriver dans quelques temps des fonctionnalités qu'on va tester pour vous aider de manière peut-être un peu différente à trouver des partenaires quand vous en avez besoin. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a déjà des fonctionnalités dans le portail, mais ces choses-là vont probablement évoluer via l'app notamment. Aussi, de nouvelles fonctionnalités pour networker avec vos pairs. Des fonctionnalités pour les experts qui vont arriver, qui n'étaient pas là jusque-là, et comme ils sont parfois en déplacement, ça peut être utile. Et aussi, là aussi, le multilingualisme qui va faire son apparition et se généraliser au fur et à mesure qu'on pourra avancer sur ce sujet. Vous trouverez ici évidemment toute l'information nécessaire. Il n'y a pas vraiment besoin de formation ou de documents pour utiliser l'app. C'est assez intuitif, mais n'hésitez pas à la télécharger, à vous faire votre opinion et à la partager avec nous. Ça nous aidera aussi. Gardez en tête aussi que c'est une première étape. Comme tout ce qu'on fait, on le commence toujours quelque part. Et c'est probablement quelque chose qui va grossir. Et peut-être avant d'en finir, je voudrais peut-être rajouter un point parce que Lara a mentionné tout à l'heure le Single Gateway. Je ne sais pas si c'est un concept qui est clair pour vous tous, mais dans la proposition courante pour le prochain MFF, qui va arriver bientôt, il y a cette notion d'offrir un endroit où sont regroupés
notamment, parce qu'il y a d'autres choses, mais notamment toutes les opportunités offertes par le biais du budget de l'Union européenne, que ces opportunités soient faites via des programmes centralisés comme Horizon Europe ou le European Competitiveness Fund à partir du prochain MFF, mais aussi des initiatives régionales, des initiatives indirectes. Et donc, il faut encore qu'on voit comment ce Single Gateway, qui ne s'appellera pas Single Gateway, du moins je l'espère, va se marier avec les contenus du Funding and Tender Portal tels qu'ils existent aujourd'hui. Donc, il y a pas mal d'évolutions qui sont en cours pour essayer de regrouper les choses, de rendre l'accès plus facile. Et ça aura évidemment aussi un impact sur l'app qui va grossir et ou se multiplier d'une manière ou d'une autre. Je vous remercie pour votre attention. Il commence à faire chaud, donc merci d'avoir tenu le coup jusqu'au bout. Donc, comme on disait, on va faire une session de questions-réponses d'abord sur ce sujet-là, et ensuite on pourra passer à d'autres questions plus générales sur d'autres sujets, Jurfine, si ça vous convient. Vous voulez que je fasse ça en anglais ou français? Pardon? Est-ce que je le fais en anglais ou français? Comme vous voulez. I think English is better. So the question was mainly about the EU login and the double authentication. I'm not sure if you've already received feedback, but it seems that the difficulty for certain research institutes or universities and teams is that when you do the double authentication and the EU login, it doesn't admit more than 6 phone numbers. So if there's 6 people in the team, we can't be more than that. And so that kind of creates a problem for us, which means that at the moment, just in our team, we've had a lot of issues of accessing the original account that we've always had. And the second problem with this is, I'm not sure if this is the case with all other countries, but at least in France, we always have a circuit interne, and the person who is an L sign has to sign it. But in reality, the L sign doesn't really sign on their own. It's the grants office that tells them to sign, and sometimes some secretary would sign for them, which means that if this person, this PL sign, isn't there right there with their phone, nobody can access their account and sign the grant agreement. And imagine if this person, God forbid, is on an array, everybody's blocked. Yes. So this is a very old, my understanding, and you will tell me if I interpret correctly what you say, but this is a very old problem that you use accounts to actually cover teamwork. This is forbidden. And it's not new that it's... No, I'm not saying this is useless. I can understand maybe the way you use it, and maybe we have on our side to make more to allow for teamwork, but it has always been, since day one, the principle that one login, one physical person. So I have no chance to get back in my office and to say, oops, they are blocked because they would like to have more than 6 phone numbers. They will tell me, who has more than 6 phone numbers? No, it's because it's a team. They will say, okay, no way. This is really part of the security that they want to put in place. Now, so I would only encourage you and maybe the people that in general help us understand the difficulties you're confronted to, by orienting this discussion more towards what more can be done on the roles and authorization mechanisms so that you're not blocked and that you can work in teams a bit more efficiently, rather trying to have several people hidden behind the single EU login, because this will always be, you will always receive a negative reply on that. So let's see maybe if others, I mean, if this is a general feeling that teams have difficulties to work, so things have been done already. You have
a number of roles which can be given or delegated sometimes or given to several people, so that maybe you're not blocked. You can have several L sign, for instance, or F sign. But if this is not enough, maybe we can discuss what more can be done. But I cannot encourage you to use EU login for a team EU login. Huh? Okay. Sorry for that. Alors, j'aimerais revenir sur la question de 1720 heures. Je ne sais pas si c'est le moment où... Oui. Alors, notre institution aimerait harmoniser en fait le nombre d'heures qu'elle déclare dans les... En tout cas, la méthodologie de calcul dans les projets européens et Horizon Europe, et donc adopter l'option 1, 1720 heures, qui est, si j'ai bien... retenu une règle incassable. Le problème, c'est qu'il y a des projets où l'institution a déclaré 1720 heures, a utilisé une méthodologie de calcul avec 1720 heures, et d'autres où, en fonction des personnels, elle a appliqué d'autres règles. Quel serait votre conseil? Est-ce qu'on peut harmoniser la méthodologie de calcul et par une décision interne, établir une règle et l'appliquer à tous les projets, à toutes les périodes de reporting futures, ou est-ce qu'on reste sur chaque spécificité de chaque projet? Mon conseil serait de harmoniser le calcul méthodologique, parce qu'on a 3 options de calcul dans les AGA actuellement. C'est pour donner plus de flexibilité aux bénéficiaires, mais par rapport à ces internal accounting practices. Alors, il faut que vous définiez bien internalement qu'est-ce que vous voulez choisir comme méthodologie et l'appliquer d'une façon cohérente et consistante dans tout le projet que vous avez, aussi pour l'éligibilité des causes au cas où d'une audit qui arrive vers vous. Très bien, merci. Bonjour, merci beaucoup. Louise Vasse du service Europe d'INRAE. Je suis une des account administrators pour ma structure et je suis également le LIR. Et en suggestion pour le prochain programme, on aimerait savoir si c'est possible que ces profils, donc sur une entité, aient accès à plus d'informations sur les projets. Je pense notamment aux ESR. Nous, on dépose beaucoup de projets tous les ans. On est pratiquement à 200 projets déposés. Et pour le moment, on doit faire à chaque fois un request par projet pour pouvoir accéder à ces informations, alors qu'elles sont extrêmement importantes pour nous, pour qu'on puisse coordonner la politique de notre établissement, qu'on puisse, par exemple, avoir une analyse de nos ESR, pouvoir apporter un soutien quand c'est possible sur des projets où il y a des difficultés. Donc, ce serait élargir un peu les accès de ces profils sur le portail qui nous aiderait beaucoup. Alors, honnêtement, je ne sais pas pourquoi ça n'est pas fait. J'ai entendu cette question plein de fois. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de LIR qui voudraient avoir une visibilité étendue sur les projets et même éventuellement sur les propositions, mais bon, disons sur les projets déjà. Donc je l'ai entendu plein de fois, donc je suis sûr que c'est remonté à mes collègues, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas s'ils ont une opposition de principe que là je ne vois pas, ou si c'est juste parce que ça n'a pas trouvé son chemin jusqu'aux équipes de développement. Mais je l'ai noté et je reviendrai avec ça. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu mes collègues réagir négativement à cette remarque, parce que c'est une remarque qui revient régulièrement.
Moi, j'avais entendu, mais ça date déjà d'il y a un petit moment, parce que c'est effectivement une question qu'on a déjà eu beaucoup, que c'était pour ne pas divulguer certaines informations, mais pour avoir travaillé dans un établissement avec beaucoup de dépôts, je peux comprendre effectivement la difficulté, puisqu'on fait partie de la même entité légale, que ça a pour les entités qui essayent simplement de suivre et d'être au courant même des propositions qui sont déposées en leur sein. Donc c'est vrai que ce serait bien, je pense, de reposer la question, parce que... Et puis, je pense que du point de vue des projets, les gens de bonne foi ne se rendent pas compte quand ils déposent leurs propositions que ce n'est pas une info qui est reçue en centrale, en fait. Ouais, c'est pour ça que je vous dis, là, je vois pas pourquoi il y aurait un problème de confidentialité, mais j'ai peur quand même que mes collègues process/juristes voient une limite ici que je ne suis pas capable de percevoir, mais... Parce que sinon, ça fait très longtemps et c'est très facile à faire. Je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas fait s'il n'y avait pas un point de blocage quelque part. Je ne sais pas quoi. Non. Bon. Je reviendrai vers vous de toute façon sur ce point pour mettre un peu à jour l'information. Oui, bonjour, merci. Je reviens sur une question sur le portail, juste pour bien être sûr. On a le droit à combien de création de profils sur le portail? Est-ce que c'est limité ou pas? Alors, nous, on est en train de nettoyer à l'université, on est en train de nettoyer les entrées via des alias et on se crée chacun une entrée sur le portail. Comme ça respecte ce que vous dites. Mais je voulais savoir s'il y avait une limite de création de profil sur les projets. Par exemple, nous, on est 4 dans le service, donc on se crée toutes les 4 sur un projet. Mais j'ai une autre direction qui est censée aussi pouvoir être liée au projet. Donc, je voulais savoir s'il y avait une limite du nombre de profils. Alors, à ma connaissance, non. Mais je vais essayer de vérifier. Merci. Donc, des profils de type PACO, COCO, hein, Project Contact Person, des profils lambda. Hein. OK. Je vais essayer de vérifier. Si j'ai l'info avant, je vous le dis. Bonjour. Rapidement, donc, je rejoins complètement ma collègue de l'INRAE sur les fonctionnalités qui pourraient être offertes aux administrateurs des comptes organisations, puisqu'aujourd'hui, on a accès finalement à pas grand-chose, alors qu'il y a l'opportunité de mettre à disposition des outils de pilotage transverse, d'avoir une visibilité sur l'ensemble des échéances, sur l'ensemble des projets. Et donc j'avais compris, mais c'est ce que disait un petit peu Fanny, que le problème était l'accès simultané à une très très grande quantité d'informations potentiellement sensibles sur des centaines de projets avec tous les livrables. Donc, mais si on pouvait avoir accès au niveau de l'organisation à une vue d'ensemble sur les projets, pas forcément toutes les données détaillées, mais un certain nombre qui nous permettrait peut-être de mieux piloter. Et effectivement, sur les ESR aussi, ça serait très précieux. OK, je prends note. Hein. Alors, accès à un grand nombre, je pense qu'il y a des organisations dans lesquelles la procédure interne, c'est de nommer des gens des services centraux comme contact person sur tous les projets. Donc, dans ce cas-là, c'est fait. Hein. C'est ce que disait votre collègue tout à l'heure. Si cette mécanique est faite, c'est fait. Je comprends que ce ne soit pas pratique pour vous parce que vous devez chasser dans des organisations un peu complexes les gens et les projets dans tous les coins et vous finissez peut-être par en louper un ou ça ne vient pas dans le temps ou enfin ça pose d'autres difficultés. Mais je ne pense pas qu'il y ait une difficulté particulière avec la volumétrie. Mais comme je vous l'ai dit, je vais vérifier auprès de mes collègues pour en tout cas mettre à jour la raison pour laquelle pour le moment ça ne s'est pas fait. Mais je retiens aussi de votre point que on pourrait peut-être analyser quelles sont les données qui posent problème, si certaines données particulièrement posent problème, pour voir si on peut offrir quelque chose de peut-être plus compact qui vous permettrait déjà d'avoir une vue un peu meilleure directement. C'est vrai que moi, ça m'est arrivé dans le passé de chercher qui avait déposé une proposition, parce que quand on est sur un établissement étendu, ça peut devenir un challenge au sein de sa propre organisation. Pour donner un exemple concret, trouver qui est le déposant de la proposition si on n'a pas les informations moins de base, je dirais. Une petite question concernant le facteur de double authentification.
Et ça veut dire qu'à partir du 1er juillet, ceux qui n'auront pas fait la procédure n'auront plus accès à la plateforme, ou il y aura la possibilité de le mettre en place même à partir du 1er juillet? Ah, bien sûr, vous pouvez le mettre en place à tout moment, mais normalement, si j'ai bien compris ce que m'ont dit mes collègues, à partir donc d'après-demain, si vous essayez d'accéder à des fonctionnalités qui mettent en jeu des données sensibles, alors que vous n'avez pas cette double authentification, vous ne pourrez pas y accéder. Donc, vous devrez le faire juste avant d'y accéder. Mais oui, évidemment, la fonctionnalité sera ouverte. Elle est ouverte maintenant depuis 6 mois à peu près, et va rester ouverte ad vitam aeternam, ne serait-ce que pour tous les nouveaux profils qui rejoignent continuellement la plateforme. Oui, un feedback et une question. Le feedback sur... je suis là. Un feedback sur ce qui a été dit effectivement sur le fait d'être LIR. Donc moi je suis LIR de mon organisation. Ça ne m'apporte pas d'outils de visualisation en fait global de tous les projets de mon entité. Donc ce serait intéressant d'avoir accès à une espèce de dashboard par le LIR effectivement sur les projets en cours. Et ma question, c'est une question très pratico-pratique. Dans le Funding and Tender Portal, je vois tous mes projets, donc les projets associés à mon entité, qui soient actifs ou archivés. Et j'arrive pas à avoir l'option de ne voir que les actifs. Je ne sais pas si c'est possible. Dans le Horizon Dashboard lui-même? Non, dans le Funding and Tender Portal, dans le Project, ouais. Je vois tous les projets. Et j'arrive pas à sélectionner que les projets actifs. Ok. Et je ne sais pas si je suis le seul. Voilà. Je le note, je ne peux pas vous donner de réponse maintenant, mais je le note. Et vous aviez un feedback sur l'application aussi à donner Donc effectivement, j'ai téléchargé l'application. Ça ne répondait pas à un besoin particulier, en fait, donc c'est pour ça que je ne l'utilise pas. En particulier, je pense qu'avait été mentionné au tout début le partnering, enfin le fait de pouvoir rechercher des partenaires. Bon, bah, j'attends que l'option soit mise en place. Voilà. Ok. Alors, ce sera très intéressant d'avoir votre feedback parce que vous allez voir que l'approche qui va être déployée normalement au niveau de l'app pour le partnering est une approche qui est complètement différente de celle qui existe pour le moment dans le portail. Ok. Alors, complètement différente de quelque chose qui ne marche pas, c'est déjà de l'espoir. Je ne sais pas si ça répondra à toutes vos attentes, mais ce sera vraiment intéressant. Je pense qu'il y a, comme c'est une approche qui est un petit peu de nature social network, il y a un effet de masse qui est nécessaire. Je pense que si on a beaucoup de gens qui se prennent au jeu et qui viennent l'utiliser, ça risque bien de marcher probablement après un peu de mise à... Enfin, quelques améliorations. Par contre, si ça a du mal à prendre, je pense que ça risque... Bon, ok, on verra, mais en tout cas, c'est une approche différente. Je rajoute quelque chose à la wishlist. Bien évidemment, côté CNRS, on rejoint les collègues sur ce qui concerne le LIR ou le Account Administrator par rapport au projet, etc., le pilotage par la donnée. Quelque chose en plus dans la liste de courses, ce serait bien qu'à minima, le LIR ou le Account Administrator, parce que je sais que ça peut être difficilement possible chez tous ceux qui ont un compte sur le portail, qu'on reçoive une notification dès lors qu'il y a un nouveau document qui est publié dans la liste des documents de référence. Je pense notamment au grand annoté ou au programme indicatif d'audit, etc. Parce qu'on ne reçoit pas de notification. Donc heureusement qu'on a des PCN qui vont sur le portail tous les jours et plusieurs fois par jour, mais ce serait quand même bien qu'on soit informé. Merci. Je prends note aussi. Bonjour, j'aimerais revenir un peu à la question. J'aimerais revenir un peu à la question des frais de personnel. Donc, je comprends bien qu'au sein des projets Horizon Europe, on doit avoir une méthode de calcul cohérente applicable à nos projets Horizon Europe à partir d'un standard d'heures productives, par exemple. Mais qu'en est-il de l'interaction avec d'autres projets qui sont en gestion indirecte de la Commission européenne, donc des financeurs comme Interreg, Erasmus+. Est-ce que lors d'un audit,
si on applique une méthode différente de calcul par rapport à deux types différents de financeurs, est-ce que ça pourrait poser problème? Je sais pas te comparer avec Erasmus Plus par exemple. L'objectif de cette méthodologie des calculs, c'est de faire un corporate approach, et c'est pour ça qu'on a essayé de les mettre ou la plupart des programmes qui sont mentionnés dans les Model Grant Agreement. Je ne pense pas que ça soit le cas. En tout cas, sur Horizon Europe et tous les programmes qui sont dans les MGA, il faut accomplir une des trois méthodologies de calcul qui soient là. Alors pour Horizon Europe, au cas où ils ne vont rien trouver, je ne pense pas que ce soit le cas d'Erasmus. Mais je ne peux pas garantir à ce moment-là parce que je ne connais pas les règles exactement d'Erasmus Plus à ce moment-là. Je connaissais dans le passé, maintenant je ne suis pas 100% sûre, mais normalement ça ne devrait pas être le cas. Je veux bien partager une expérience. On a eu un audit, donc H2020, HE, et on a également eu un audit d'un projet subventionné national. Donc on applique les mêmes règles pour le calcul des taux journaliers, taux horaires. Et donc les auditeurs Horizon Europe ont vérifié qu'on appliquait la même règle pour l'ensemble des projets subventionnés lors de l'audit. Et par contre, l'ANR nous redresse parce qu'ils ne souhaitent pas qu'on utilise la même calcul de taux horaire. Enfin, voilà. Donc ça peut être compliqué d'avoir la même méthodologie pour différents financements. Voilà. D'accord, aussi moi je prends note de ça parce que pour le prochain FPTN, on va prendre une approche un peu plus corporate encore, alors on va élever pour plusieurs programmes. Et je pense que ça va s'harmoniser, mais en tout cas c'est le bon moment que je rentre chez nous avec ça. Pour parler avec Didier Batch un peu. Par rapport aussi par exemple aux instruments, aux fiches de temps. Il y a des financeurs qui ont des projets européens en gestion indirecte, donc par exemple les intérêts qui demandent de tracer le temps travaillé en heures, alors que nous, sur Horizon Europe, on déclare en jours, sur Horizon, ouais, après les H2020, donc c'est toujours très difficile d'harmoniser les calculs en fait. D'accord, je prends note de ça parce que le indirect management, c'est pas sur notre compétence, mais on va parler avec DigiBatch et on va réfléchir pour le prochain MDA sur ça. Peut-être aussi pour signaler que l'approche lump sum dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, c'est une approche qui n'est pas Horizon. C'est une approche qui est complètement corporate chez nous. Donc voilà, il y a peut-être aussi ici des espoirs de simplification. Alors après, vous mentionnez le shared management, c'est encore une autre question. Oui, bonjour, je suis ici. C'est pour rajouter moi aussi à la liste de courses pour les lire. On va interdire les lire à la prochaine réunion. Hein. Du coup, moi aussi, je suis lire de mon organisation et il y a un problème que j'ai de manière récurrente, c'est au moment où le pic de mon organisation est entré dans une nouvelle proposition, oui. Je ne reçois pas de notification, je l'ai qu'au moment où le projet il est soumis et donc là, je ne peux plus agir. Et si ça arrive 10 minutes avant la deadline, s'il y a des problèmes, des erreurs vis-à-vis de la partie administrative ou du budget, si je ne suis pas au courant, je ne peux pas régler ces problèmes. Donc voilà, c'était juste ça. Au moment où le pic est rentré, que le lire ait une petite notification, ce serait vraiment super. Ok, c'est dans la boîte à suggestions. Et merci beaucoup pour vos présentations. Peut-être pour un précédent commentaire, mes collègues me confirment qu'il n'y a pas de limite au nombre de Paco Coco. Donc, bon, après, je ne sais pas s'il faut rajouter tout le laboratoire, mais enfin, a priori, il n'y a pas de limite. Bonjour. I have also a quick feedback on the platform in relation to the subscriptions to the proposal and also to the others that I found this option really interesting. But every time that I try to subscribe to the alerts, it appears a long message of error. I don't know if it is an issue that
is common also to other users. And also the search is like it's not possible really to save the selected I don't know the horizon blah blah with a description. Then does not appear in the search. So this is a thing that I found. And in relation to a question, like I'm part of I work for an NGO that is a European federation that has also some national association that are related and connected to the European Federation. And in the internal law that this association they have is directly connected, is directly linked the European Federation. And we wanted to know if when we do a proposal and we want to include them in our proposal, the affiliated entities is the right way of including, or if we should include also every time as partners, and if the affiliated entities is the right way of including them, how does it work with the staff cost if it is the... I have exactly the same question from the federation, an agriculture federation somewhere. I don't know where is the colleague that brought that question at lunchtime. She's gone. Because she had exactly the same question. Maybe just come and pass by and see me, because I will check with the colleagues internally what is the best way. It was exactly the same setup, national, regional, departmental, with people that intervene from the different levels and how to bring their costs here without having to rent people from one entity to the other, and whether we should use affiliated entity, this kind of stuff. So just come to me after. Okay. Give me your email and I will get back to you. Okay, thank you. Bonjour, moi j'avais une question outil sur EU Survey, l'outil pour créer des sondages qui est fourni par la DG RTD. J'ai vu récemment que l'outil allait passer uniquement en utilisation interne et non plus externe. Et c'est assez dommage parce que c'est un outil qui fonctionnait très bien, qui permettait aussi de s'assurer qu'on était RGPD raccord. Et il y avait aussi une fonctionnalité pour traduire les sondages qui était très pratique pour lancer des appels à projets, par exemple, des sondages dans plusieurs pays. Je voulais savoir si ça allait être remplacé par autre chose ou si ça s'arrête purement et simplement. Alors, vous me l'apprenez. Okay. Donc, je ne pense pas que EU Survey soit fait par la DGRTD. C'est peut-être commission, mais je ne pense pas que ce soit DGRTD. Si, c'est DGRTD, vous pensez? Oui, bon. Je vérifierai. C'est commission en tout cas, et je ne savais pas que ça ne serait plus utilisable de l'extérieur, donc je ne sais pas. Je vais vérifier, mais je sais pas. Je ne le savais pas, et donc je ne sais pas pourquoi. Merci encore pour les présentations de la journée. J'ai aussi peut-être une autre chose à ajouter à la liste au Père Noël, mais pas du point de vue du LIR. D'un point de vue un peu plus général, savoir s'il était envisageable d'ajouter dans le cadre du prochain programme 4 de nouvelles fonctions dans le portail du participant. Là, alors, sauf erreur, il y a le main contact et il y a des participants de contact, et rajouter d'autres fonctions, et je pense notamment au research manager dans le cadre de l'action, alors si je me souviens bien, c'est l'action 19 de l'agenda ERA 2027-2029. Avec derrière voilà la reconnaissance des métiers de support à la recherche. Alors, il y a plusieurs aspects dans votre question, parce que toute la logique de la structuration des rôles dans le Funding and Tender Portal, elle est de nature opérationnelle, elle n'est pas de nature politique, entre guillemets. Donc, les rôles existent parce que avoir ce rôle-là vous donne accès à des fonctionnalités spécifiques dans des outils spécifiques. Donc, si on rajoute un rôle pour le Research Manager, par exemple, ça voudrait dire qu'il faudrait que cette personne puisse quelque part faire quelque chose que seul ce rôle peut faire. Mais je ne pense pas qu'on va rajouter des rôles dans le Funding and Tender Portal ou demain le Single Gateway, je ne sais pas exactement comment ça va se structurer, uniquement pour reconnaître un rôle qui n'a pas d'impact sur la série d'outils qui est dans le système.
Donc je pense que c'est vraiment deux aspects qu'il faut distinguer. Après, depuis Horizon Europe, vous aurez noté qu'on collecte systématiquement la liste de tous les chercheurs qui sont impliqués. Donc on collecte aussi un certain nombre d'informations relatives aux chercheurs. Je ne sais pas si politiquement ça ferait du sens de collecter aussi le ou les research managers qui sont impliqués. Et à ce moment-là, c'est informatif. Mais je ne pense pas que ça soit intégré, que la logique soit de l'intégrer dans le Authorization and Identity Management du Funding and Tender Portal, qui est vraiment quelque chose de plus opérationnel que ça. Bonjour, je suis ici. Là. Bonjour. Donc moi j'avais posé la question à midi, mais c'était pour l'équipement sur le lump sum, parce qu'on a testé donc pour l'EIC cette année avec les chercheurs de mon laboratoire, et en fait on utiliserait l'équipement sur plusieurs work packages. Et donc là, est-ce qu'on divise par work package le prix de l'équipement, ou est-ce qu'on le met sur un, mais le problème c'est que nos work packages ne durent pas tout le projet. Donc, est-ce qu'on doit vraiment les diviser, ou est-ce que le mettre sur un work package qui ne durera pas tout le projet, ça fait sens pour la dépréciation sur tout le projet? Une bonne question. Non, je pense que c'est... Je peux pas... pour nous, pour le budget proposal, le principe de base, c'est de que vous construisiez la proposal dans la même condition qu'un actual cost grant. Alors, ouais, l'impact à la fin financier, c'est la même chose. Il faut que je vois, tu es au courant de comment le Excel table pour le equipment en lump sum? Il faut que je regarde un petit peu maintenant, si tu peux, on peut regarder ensemble, je te dis, parce que je ne l'ai pas sur ma tête, le Excel table, et on peut voir comment il est établi sur l'Excel table pour l'equipment cost in lump sum. Oui, merci pour votre présentation. Je reviens encore sur l'équipement, donc les coûts de l'équipement. Si par exemple, on déclare que l'équipement est utilisé à 100% pour le projet, mais la durée de vie de l'équipement est plus longue que la durée du projet, est-ce qu'on quand même on déclare 100% de l'utilisation, ou on n'utilise que les coûts d'amortissement? C'est pour un projet dans lequel c'est la règle générale, c'est le coût de dépréciation ou un full cost equipment? C'est les règles de les coûts d'amortissement de dépréciation. En principe, le général de l'éligibilité des coûts, c'est que ça doit être rapporté seulement pour le action duration. Alors, je ne pense pas que vous pourrez rapporter les coûts d'équipement qui sont pas utilisés pour la duration, qui ne sont pas utilisés pendant la duration du projet. D'accord. Et si on prend les programmes comme Digital Europe, où il y a le cofinancement, 50%, 50%, comment on fait? Est-ce qu'on peut déclarer quand même 100% et dire que donc le programme finance que 50% de ces coûts, parce que là, après, on peut prendre les coûts, les autres coûts sur le cofinancement. Je vais voir. C'est avec quel programme, vous m'avez dit, avec Horizon Digital Europe. Et vous me demandez s'il faut calculer les 100% et après diviser 50-50. Oui, est-ce qu'on peut déclarer 100% parce que on peut être financé que 50%. Donc
si il est financé 50%, je ne pense pas que vous pouviez déclarer 100% de coût parce que ça serait double funding. Mais je ne suis pas sûre de comprendre la question. Parce que le Digital Europe finance que 50%. Le reste, c'est cofinancement. Et vous demandez si sur Horizon Europe, est-ce qu'on doit quand même déclarer 100% pour cofinancer le reste? la règle normalement, c'est que s'il y a un équipement qui soit utilisé dans plusieurs projets, il faut que vous calculiez la proportion par projet en proportion dans laquelle vous utilisez cet équipement. Alors, si vous... I will go to English. Sorry. If you have an equipment and you're using that in Horizon Europe, and then you are using the same equipment for a Digital Europe action grant, you need to calculate the proportion in which you use the equipment for both grant agreements. The thing here is like you should declare actual costs, meaning that they are real costs, not estimated costs. So you cannot compensate that this equipment is only funded up to 50% in one program to claim the 100% cost in Horizon Europe. So basically, you should calculate the portion in which this equipment is used in real life for the implementation of the action in Horizon Europe, and then the proportion for the other program, and then the funding rate will be applied. Okay. J'ai juste une autre question sur le centre personnel. Donc, ce que j'ai compris maintenant, on peut voir les annonces. Par exemple, si on dit qu'on souhaite voir les annonces sur les appels, par exemple, si l'appel devrait sortir dans 1 mois ou 3 mois, et on peut obtenir sur notre espace ou sur notre email l'annonce sur les appels. Donc ça, c'est sur l'utilisation de l'espace personnel. Oui, je pense que la logique, effectivement, c'est que vous pouvez avoir des notifications. Par contre, je ne crois pas, parce que je ne sais pas si c'est ça qui est derrière votre question, que vous puissiez avoir une notification sur un nouvel objet qui correspondrait à une recherche que vous avez enregistrée. Je ne sais pas si c'est ça que vous voulez dire. Si vous pouvez enregistrer une recherche, je veux savoir tous les calls dans le domaine digital qui correspondent à tel et tel critère, et vous pouvez réutiliser cette recherche que vous avez sauvée, en principe, à voir s'il n'y a pas de bug ou de problème. Mais par contre, si subitement un nouveau call apparaît qui correspond à cette recherche, je ne pense pas que vous ayez le moyen d'être notifié automatiquement au jour d'aujourd'hui. Par contre, si vous avez identifié un call qui n'est pas encore ouvert, vous pouvez le marquer et vous pouvez être notifié quand il sera ouvert. Mais il faut que vous l'ayez déjà identifié. Ok, merci. Thank you. Oui, bonjour, ici. J'aurais une question sur les lump sum et notamment les coûts de personnel, puisque les retours que j'ai de mes collègues qui s'occupent du montage des budgets et que le dashboard ne correspond pas forcément à la réalité de nos grilles salariales et même plutôt en décalage. Donc la question c'était, est-ce que c'est un dashboard qui a vocation à évoluer, ou alors quand on se retrouve avec des grandes déviations, en fait, comment, quand les justifier, voilà. Alors, il évolue régulièrement. Je ne sais plus si c'est tous les 6 mois ou tous les ans, où les données sont recalculées. Cependant, ma compréhension est exacte, ça reste qu'indicatif. Donc, si vous avez une justification, parce que dans votre projet, vous utilisez un certain type de personnel dans un certain domaine, et que donc vous pouvez arguer du fait que les coûts sont de telle nature, ou enfin sont à tel niveau ou à tel niveau, je pense que sur le principe, rien ne vous empêche de procéder comme ça. Vous l'avez vu quand j'ai présenté les statistiques sur les coupes au niveau des lump sum dans les évaluations. Il y en a quand même une bonne partie qui viennent des coûts de personnel. Bon, en même temps, c'est une bonne partie de quelque chose de relativement petit, hein, mais enfin, ça reste quand même un sujet sensible. Donc, oui, si la moyenne pour une certaine catégorie de personnel est à ce niveau-là et que vous dites, mais moi, pour mon projet, c'est ça, parce que, bah, attendez-vous à ce que plus le delta est haut, plus le parce que soit sujet à scrutiner, soit scruté avec, vous m'avez compris, soit regardé dans le détail, hein.
Donc oui, il n'y a pas de règle qui dit que vous devez vous aligner avec ce qui est dans ce dashboard, mais plus vous vous en éloignez, plus il faudra être solide dans vos justifications. Bonjour, j'ai une question sur les lump sum pour la réponse à un call Euratom. Dans le fichier Excel, le taux de financement de l'ACE est de 100% ou 70% maximum selon le type d'organisation. Est-ce qu'il est possible de baisser ce taux à 60%? Et comment? Parce qu'on ne peut pas le faire à partir du fichier. C'est une demande qu'on m'a faite de baisser le taux à 60% au lieu de 70%. Alors, c'est une bonne question. Je pense que sur le principe, effectivement, ce taux est un taux maximum. Il n'y a rien qui vous empêche de demander moins. Mais je pense que... Alors, je ne sais pas exactement comment fonctionne le fichier Excel, mais il se peut que dans le fichier Excel, vous deviez déclarer... Si vous ne pouvez pas changer le taux, que vous deviez déclarer un coût inférieur pour obtenir le montant que vous voulez réellement obtenir in fine. Alors, j'ai vu ensuite qu'il faut reporter les coûts de chaque organisation sur le portail, il me semble. Et il y a une partie Requested Contribution où on peut peut-être baisser le montant pour obtenir 60%. Mais je crois qu'il y a des justifications qui sont demandées. Mais si on n'entre pas dans ces justifications et qu'on veut juste baisser le taux. Alors là, vous me posez une colle. Je ne sais pas vous répondre, mais... Je pense que vous parlez des colonnes O, R, SQ, c'est ça qui sont à remplir, où il faut déclarer un cofinancement, enfin un style de cofinancement, puisqu'Horizon Europe en soi, c'est ça auquel vous faites référence? Je ne connais pas le nom des colonnes. Mais alors peut-être que c'est quelque chose de spécifique à Euratom. Une fois qu'on a complété le fichier Excel, il me semble qu'on doit enregistrer sur le portail le montant que chaque organisation demande. Oui, en fait, effectivement, il faut le rentrer dans la part A tout à fait de la proposition, oui. Et ensuite, il y a un champ Requested Contribution qui ne correspond pas forcément au 100%. Tout à fait. Et là, vous pouvez appliquer du coup le taux que vous souhaitez si vous ne souhaitez pas avoir le taux maximal. Mais il me semblait qu'il y avait... Alors, pas dans Horizon Europe de mémoire, mais si jamais vous avez la question et vous avez quelque chose qui apparaît, n'hésitez pas à poser la question, parce que je ne vois pas du tout, j'essaie de visualiser ce que vous pouvez avoir comme question, parce que dans Horizon Europe, normalement, il n'y a pas de justification supplémentaire à ce stade-là, de près ce que je sais. D'accord, merci. N'hésitez pas, vraiment pour la question. Et n'hésitez pas à reposer la question au Café RHE, il y aura peut-être des partages, des expériences, des témoignages. Faire une saisine, si vous avez... Oui, Audrey Rimbaud de l'INSERM, merci beaucoup pour ces différentes présentations. Une question concernant le dashboard. Le dashboard contient des informations très précieuses, en tout cas pour nous aider à faire des statistiques dans le cadre d'Horizon Europe. On sait que Digital Europe Programme a également son propre dashboard. Il n'y a pas de dashboard pour les projets financés dans le cadre du programme EU for Health. Est-ce que dans le cadre de la prochaine programmation, un outil commun dashboard avec des filtres par guichet de financement, par programme de financement européen est envisagé ou pas du tout? Oui. Oui. Alors, pour le prochain programme cadre, c'est lié à ce qu'on a très rapidement abordé tout à l'heure, le Single Gateway. L'objectif, c'est de regrouper dans une couche de données en dessous du Single Gateway les données en provenance de tous les programmes. Vous l'imaginez peut-être, c'est pas gagné d'avance. Donc c'est pour ça que je vous dis un oui, pas super enthousiaste comme ça, mais c'est l'objectif en tout cas, qui sera, pour être tout à fait réaliste sur les attentes, pas réalisé au 1er janvier 2028. Il ne faut pas non plus rêver trop fort, mais c'est vraiment vers ça qu'on veut aller. Donc il devrait y avoir une plateforme de données qui regroupe toutes les données. Alors je ne sais pas si EU for Health survivra au prochain MFF ou s'il sera fusionné dans ECF, ou parce qu'il va y avoir beaucoup de programmes qui n'existeront plus en tant que programme indépendant, donc je ne connais pas ce cas particulier, mais disons que tous ceux qui seront là, en tout cas pour le prochain MFF, devraient rapatrier toutes leurs données ici.
Je ne crois pas que ce soit vraiment facile d'atteindre le niveau où au 1er janvier, on aura un dashboard global où vous filtrez simplement par programme et puis vous obtenez les résultats que vous voulez par programme, parce qu'il y a des spécificités qui sont difficiles à accorder, mais c'est l'objectif aussi. Donc ma meilleure estimation au moment où on se parle, c'est qu'au 1er janvier, il y aura encore des dashboards par programme, mais vous verrez graduellement apparaître des dashboards transverses construits sur cette nouvelle structure de données à laquelle vous pourrez aussi accéder, open data, etc., soit dit en passant. Et donc, petit à petit, ce que vous demandez devrait exister. Si je me souviens bien, il y a 7 ans de ça, ou quelque chose comme ça, votre alter ego de l'époque discutait avec mon alter ego de l'époque si on pouvait avoir un dashboard qui regrouperait les différents programmes cadres de recherche et d'innovation, ce qui à l'époque n'était pas le cas. Aujourd'hui, c'est le cas. Donc, tout l'espoir reste permis pour que nos alter ego dans 7 ans constatent que ça a été fait, mais ça prendra peut-être un peu de temps quand même. Merci beaucoup. On va finir l'événement pour finir à l'heure. Rapidement, vous voulez faire un petit rappel des ressources que nous mettons à disposition, nous, les PCN juridiques et financiers en France. Donc, vous connaissez évidemment notre site horizon.gouv.fr. Dans le menu, vous pouvez retrouver dans l'encadré rouge nos ressources juridiques et financières. Ça regroupe grossièrement, je voulais vous rappeler qu'on a une boîte à outils dans laquelle, qui a été refondue en plus récemment pour qu'elle soit un peu plus propre et à jour. Vous allez retrouver, donc, vous voyez sur le sommaire, tous ces sujets-là, avec dedans, on regroupe à chaque fois des ressources de la Commission européenne, et également de nos autres collègues PCN, ou autres ressources que nous mettons aussi à disposition. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous avez des questions sur les sujets que vous voyez dans le sommaire. On vous renvoie vers des documents utiles. On a aussi, donc vous voyez, des FAQ, donc une sur les lump sum et une sur les coûts de personnel. Donc on essaie de les mettre à jour et de les compléter au fur et à mesure, mais vous avez normalement pour l'instant toutes les questions les plus posées, les questions qu'on nous a le plus posées qui sont déjà répondues dans ces foires aux questions. Et évidemment, nous avons nos fiches pratiques donc sur Horizon 2020 et aussi sur Horizon Europe. Donc sur tous les grands sujets que vous voyez, vous avez plusieurs fiches pratiques que vous pouvez consulter en ligne et télécharger. Souvent, on vous renvoie dans les questions que vous posez on vous renvoie vers nos fiches pratiques, donc n'hésitez pas à les consulter. On met à jour, on en publie régulièrement. Si je puis spoiler, vous en aurez une sur les lump sum d'ici la rentrée, je pense, si ce n'est pas avant. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, et on vous aussi sur LinkedIn, si vous ne nous suivez pas, Point de contact national juridique financier, on vous met aussi au courant quand on en publie une ou quand on en met une à jour. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Et enfin, donc évidemment, nos webinaires, vous les trouvez sur la page, dans la playlist créée juridique et financier sur le YouTube Horizon Europe français. Également dans l'onglet pareil de notre page de ressources, vous pouvez revoir tous nos webinaires, et il y a aussi les supports de présentation qui sont téléchargeables. Ce sera le même concept d'ailleurs pour aujourd'hui. Donc on a capté en vidéo cette journée et on a récupéré toutes les slides. Donc on les mettra prochainement quand la vidéo sera montée évidemment. On mettra les supports, les différents supports sur la page de l'événement. Donc vous pourrez tout retrouver. Donc voilà, sur ces mots, on a aussi, Fanny vient de vous envoyer un questionnaire de satisfaction, donc si vous pouvez le remplir, ça nous aiderait beaucoup. Et on vous remercie à tous d'avoir bravé la chaleur et les différents moyens de transport qui sont un peu compliqués en ce moment en France pour venir avec nous aujourd'hui. Et on remercie évidemment la Commission européenne et le centre commun d'être venus jusqu'ici, donc Martha Aparicio et Stéphane Ndong, et aussi vos collègues Lara Passante et Adrien Méric, d'avoir consacré du temps aux bénéficiaires français. Donc merci beaucoup, et à tous et à toutes.